docteur Bruno Grivet. Bonjour Marion. Donc, on va tout de suite se tutoyer puisqu'en l'occurrence, on se connaît. Donc, tu es un cardiologue retraité et tu as gentiment accepté de nous raconter l'histoire des interventions sur le cœur au niveau en particulier des enfants, puisque tu en as connu les prémices. Notamment, tu avais fait ta thèse dans les années 70, au début des années 70, sur l'atrésie tricuspide. Voilà, donc, oui, évidemment que moi, ça ne me parle pas. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que tu as travaillé sur ce genre de sujet à un moment quand même clé de l'histoire de la cardiologie. Donc, est-ce que tu peux nous situer ces années 70 dans l'histoire des progrès en termes de cardiologie? Écoute, aucun problème, puisque en 70, j'étais interne. Et donc, j'ai commencé mon internat pour faire de la cardiologie, puisque c'était ce que je voulais faire. Et j'ai commencé par la cardiopédiatrie qui m'a passionné. Donc, je me suis bien investi dans cette spécialité. Et c'était vraiment les débuts de cette chirurgie. On va dire que les années 70, ce n'était pas tout à fait le début, puisque certains patients étaient opérés déjà depuis, on va dire, 5 ou 6 ans. Mais les vraies opérations, c'est-à-dire les opérations où on refait correctement la tuyauterie, c'est-à-dire où on remet le cœur presque comme il devrait être, ça ne remonte que vraiment aux années 70. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un peu les toutes premières choses qu'on a su faire sur un cœur? Parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas forcément de rapport entre l'image qu'on en a et la complexité de l'opération. Par exemple, transposer les gros vaisseaux, c'est très impressionnant, mais de ce que j'ai entendu dire, c'était pas forcément le plus compliqué à faire. Alors, par quoi est-ce qu'on a commencé? On a d'abord commencé par les opérations palliatives. Avant ce qu'on appelle la CEC, c'est-à-dire la circulation extracorporelle, on faisait des opérations palliatives. Et il y avait un chirurgien renommé à Lyon qui s'appelait le professeur Santi, qui opérait ces patients, donc dans les années 60, ça devait être 60, 65, je ne sais pas exactement, et qui faisait mais que des opérations palliatives, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de circulation extracorporelle. Donc, on faisait, par exemple, les maladies les plus fréquentes, c'est la transposition des gros vaisseaux, c'est la tétralogie de Fallot, les maladies bleues. Donc, c'était comme ça que ces maladies étaient répertoriées. Et on faisait des opérations palliatives, donc où on ne touchait pas le cœur. Le cœur, il continuait à battre quand on opérait, et on opérait les gros tuyaux qui étaient au-dessus, on va dire. C'est-à-dire qu'on faisait des anastomoses. Anastomose, ça veut dire rabouter deux tuyaux. Et par exemple, dans les tétralogies de Fallot, où le sang ne passait pas dans l'artère pulmonaire, eh bien, on faisait ce qu'on appelait une opération de Potts, c'est-à-dire qu'on collait l'artère pulmonaire et l'aorte, qui sont très proches à la sortie du cœur, on faisait un trou entre les deux, et le sang passait, qui était un sang un peu bleu, passait de l'aorte dans l'artère pulmonaire, et du coup, était mieux oxygéné, puisqu'il n'y avait rien, très peu de choses qui passaient dans l'artère pulmonaire. Il y avait d'autres opérations qu'on appelait les Blalock, du nom du chirurgien, où on prenait la sous-clavière gauche et donc l'artère qui va dans le bras à gauche, on peut la transférer et on la transférait dans l'artère pulmonaire. Alors, c'était des opérations palliatives qui étaient quelquefois extrêmement destructrices et qui pouvaient entraîner des catastrophes. Et par la suite, lorsqu'on a pu opérer ces patients en réfection complète, c'est-à-dire où on remettait le cœur ad integrum, eh bien, souvent, on était confronté à cette chirurgie et des opérations palliatives qui étaient à un risque inouï. Et c'était souvent à cause des opérations palliatives qu'on perdait les malades. Non. D'accord. Voilà. Donc, après l'avènement de la CSC et surtout à Lyon d'un chirurgien qui s'est est-ce que tu peux nous situer? Donc, CEC, c'est pour faire simple, on débranche complètement le cœur du patient et la circulation passe en dehors de son corps. Exactement. C'est-à-dire que le sang est pulsé dans l'organisme. Donc, on prend le sang dans l'oreillette droite, où arrivent toutes les veines, les grosses veines, 2 grosses veines, ça s'appelle les veines caves, on les dérive et on les fait passer dans une machine qui va oxygéner ce sang qui est bleu et on va le réinjecter après avec un petit trou dans l'aorte au-dessus du cœur et
comme ça, le cœur, on peut l'arrêter parce que le sang veineux repasse dans la circulation sanguine normale et est oxygéné. Mhm. Donc, on peut à ce moment-là ouvrir le cœur, faire un tas de choses sur le cœur, et tout ça n'est possible que cœur arrêté. Et c'est en quelle année à peu près qu'on a réussi à Ouais, arrêter le les cœur? premières CEC, je dirais, c'était aux États-Unis, Shumway, qui était un des précurseurs. Ça doit être les années peut-être 62, 65. Je n'ai pas vérifié, donc je le dis un peu au hasard, mais ça devait être à peu près à ce moment-là. Et on a commencé chez les adultes et ensuite on Les l'a mis sur adultes, les enfants ou... on a commencé par les adultes. Mhm. La chirurgie pédiatrique est arrivée en retard. Elle est Mhm. arrivée en retard parce qu'elle était trop complexe. C'était déjà compliqué chez l'adulte, mais il faut voir comment c'est un cœur de bébé. C'est petit, hein. Hein, c'est un cœur de poulet, hein. C'est tout petit. Donc, et d'autre part, les suites opératoires étaient très compliquées parce qu'il y avait toute une réanimation qu'il fallait apprendre chez le nouveau-né et qui était une réanimation où toute l'équipe devait être au courant, etc., etc. Donc il y a eu un problème de formation des médecins et surtout des réanimateurs, et des infirmières, etc., qui a été un petit peu longue, et c'est pour ça que ça n'a démarré qu'un peu plus tard. Alors maintenant, on va dire que c'est devenu presque monnaie courante depuis longtemps maintenant, mais à l'époque, c'était pas du tout monnaie courante. Hein. C'était pas Mhm. du tout monnaie courante. Très bien. Aujourd'hui, si on regarde un peu ce qu'on trouve comme information, 90% des personnes qui naissent avec une malformation cardiaque arrivent à l'âge adulte et vivent très bien normalement à l'âge adulte. Donc depuis les années 80-90, est-ce que tu peux nous donner les grandes étapes, les étapes clés qui ont fait qu'on arrive à cette prouesse extraordinaire aujourd'hui? Il y aura, de toutes les façons, ça ne sera jamais 100%. D'abord parce que ça n'existe pas, et puis d'autre part parce qu'il y a des cardiopathies extrêmement complexes où le cœur est tellement mal fichu qu'il n'y a pas de solution. Par exemple, il y a des cardiopathies où le muscle principal, c'est-à-dire le ventricule gauche, est complètement mou, non tonique, et donc on a beau faire ce qu'on voudra, à partir du moment où la pompe est fichue d'emblée, eh bien, il n'y a pas de moyen de plomberie qui va l'améliorer. C'est pas possible. Donc, alors là, c'est la voie, la transplantation, la transplantation. Donc, il y aura toujours des formes de Ce que tu cardiopathie. appelles transplantation, c'est la greffe. C'est la greffe, exactement, c'est ça. Donc il n'y aura que cette solution. C'est pour ça qu'il y aura toujours une limite à la chirurgie cardiaque parce qu'il y a des formes excessivement complexes. Mais donc l'amélioration que tu chiffres avec ce que tu viens de dire est le fait d'une part de chirurgiens sont mieux formés. Avant, ils allaient se former, en particulier celui qui a été le précurseur à Lyon, qui s'appelle Champsor, Gérard Champsor, qui a été le précurseur. Il est allé apprendre aux États-Unis et au Canada chez un monsieur qui s'appelait Monsieur Mustard, comme la moutarde, mais Mustard, et qui était d'ailleurs le pape de la correction de la transposition des gros vaisseaux. C'est lui qui a inventé la première technique, qui n'était pas une technique où on transposait les aortes, l'aorte et l'artère pulmonaire, mais une technique où on inversait le sang au niveau des oreillettes, avec une espèce de diaphragme compliqué, mais bon, c'était quand même pas l'idéal. C'était quand même pas l'idéal. Donc après, on a fait des progrès énormes. Enfin, toutes ces techniques se sont améliorées au fil du temps, et ce qui était un peu considéré comme fichu dans les années 65-70, parce que quand ils étaient opérés avec des palliatives, ça durait pas la vie des rats. C'est-à-dire que, bien sûr, ça passait les premiers caps, cas un cas pour certains, et puis souvent, vers l'âge de 20 ans, 30 ans, les choses s'arrêtaient. Donc, c'était pas gagné. C'est que quand on a fait les corrections que ça a été bien, puis ces corrections elles se sont améliorées au fil du temps, les chirurgiens, meilleure formation, meilleures équipes, produits nouveaux, enfin bref, toutes les améliorations de la médecine, bien entendu. Mmh mh. Mmh. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu suis encore l'actualité de la recherche, etc., mais si on en croit le chirurgien qui a opéré Pubiker à 2 reprises l'année dernière, Pubiker devra se faire mettre une valve entre au niveau de la connexion entre l'artère pulmonaire et le cœur. Et ça, ils ne peuvent le faire que quand la croissance est terminée, donc vers entre 15 et 20 ans. Oui, c'est ça, presque Et, adulte. ouais, c'est ça, tout à fait.
Et le chirurgien nous a dit que c'était à l'heure actuelle encore une opération qui nécessitait d'arrêter le cœur, etc. Mais qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète parce qu'au rythme où allaient les choses en termes de progrès sur la cardiologie, justement, sans doute que dans 15 ans, il n'y aura plus besoin d'arrêter le cœur pour remettre Peut-être une qu'on pourra valve. le faire par des techniques de cathétérisme, c'est-à-dire Voilà. qu'on pourra monter une valve par les voies naturelles et l'implanter par les voies naturelles. C'est tout à fait possible. Hein. C'est envisageable. Le cathétérisme, c'est évidemment beaucoup moins traumatisant pour la personne qu'un arrêt du cœur. Ah ben on n'ouvre pas. Voilà. On passe par la tuyauterie naturelle. Et ça, c'est arrivé avant ou après les débuts de… Alors attends, dans les cathétérismes, il faut distinguer deux types de cathétérisme. Soit des cathétérismes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie. Encore une chose, Ah oui. l'échographie n'existait pas, elle est arrivée dans les années 70. Il a fallu que les gens se forment aussi. Il n'y avait pas d'échographie in utero. Ça a été plus tard que on s'est dit, bah, tiens, on pourrait peut-être aller voir et essayer. Donc, il y a des gens qui ont été formés pour aller regarder. Et quand je connais l'histoire de ta fille, eh bien, tu vois, ça fait partie des progrès de la découverte de ces pathologies. Donc, je revenais sur l'histoire de cathétérisme. Tu as deux types de cathétérisme. Donc, à l'époque, c'était diagnostic, c'est-à-dire que l'enfant naissait avec une cardiopathie, on ne savait pas ce que c'était, on n'avait pas d'écho, et donc on allait faire des radios du cœur en injectant des produits de contraste et prendre des pressions. Alors moi, je me souviens, quand j'étais jeune interne, on était souvent appelés à 2 heures du matin pour aller faire ce genre d'examen chez un bébé qui venait de naître, et on arrivait à faire le diagnostic. C'était donc un cathétérisme diagnostique. Et puis après, sont arrivés les cathétérismes thérapeutiques, c'est-à-dire que par la même voie, on va monter sur une sonde quelque chose qui va être comme une valve, ou qui va dilater, ou qui va fermer, par exemple les CIA maintenant. Les CIA étant la communication entre les deux oreillettes, il y a plus de 10 ans que maintenant on ne les opère plus. La plupart du temps, ça se fait par cathétérisme, c'est-à-dire on passe la prothèse par les voies naturelles et on ferme le trou par l'extérieur. Donc on n'est plus obligé. Et le lendemain, on est à la maison, nickel. Absolument. Ah ben oui. Ah oui, 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 tout à fait. Alors qu'avant, c'était une CEC. Ouais. On a vu ça, c'est vrai que c'était quand on passe beaucoup de temps dans les réanimations pédiatriques de cardiologie, c'est vrai que c'est impressionnant de voir la différence entre les cardiopathies, justement. C'est-à-dire que certaines fois, on voyait un enfant arriver, passer au bloc. Bon, on savait évidemment pas ce qui se passait, mais en tout cas, on voyait que le lendemain ou 2 jours après, il était reparti chez lui. On se disait, oh là là, c'est extraordinaire. Ah oui, oui, ah oui, ah ben oui, ah oui, oui. Oui, les gamins, c'est à la fois fragile, mais c'est à la fois malléable. Il y a les deux facettes. Tout à fait. Puis bon, les cardiopathies sont tellement différentes. Gaël Marguin nous disait la semaine dernière dans son entretien qu'il y avait plus de 300 cardiopathies recensées. Donc, congénitales ? Oui, c'est ça. Ouais, sûrement, ouais. C'est quasiment du cas par cas. Voilà. Mais bon, les plus fréquentes, c'est quand même la CIA, la CIV, la tétralogie de Fallot et la transposition des gros vaisseaux. Grosso modo, c'est les plus fréquentes quand même. Voilà, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup Bruno pour ton éclairage passionnant sur l'histoire du traitement des cardiopathies congénitales. Et à bientôt. Eh ben, je te souhaite que tout aille bien et surtout ta fille. À bientôt. Merci, au revoir. à bientôt, au revoir.